Bonjour à tous, c'est Tom. Bienvenue sur Ting, le podcast qui va à la rencontre de passionnés, que ce soit des sportifs, des entrepreneurs, des artistes ou bien des gens animés par une idée forte. Ensemble, nous allons explorer leur parcours, leurs défis, leur quotidien. J'espère que ces échanges pourront vous apporter, vous éveiller et vous inspirer. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Yvon. Salut Tom. Bienvenue dans le podcast. C'est le 4e épisode. On est chez Wojo, donc c'est un espace de coworking qui est situé à la Marina du Château à Brest. Donc, merci à eux pour l'accueil. Tu as 57 ans. Oui. Tu es originaire de Lannilis, dans le Nord Finistère. Tu es un des directeurs sportifs de la formation Groupama FDJ, donc une équipe cycliste. Tu travailles notamment avec des athlètes comme Valentin Madouas, David Gaudu, pour les Bretons qui nous écoutent. Et avant cela, tu étais sur la formation Arkea Samsic pendant 8 ans et tu as côtoyé notamment des sportifs comme Warren Barguil. Le cyclisme, c'est un peu toute ta vie, c'est ce qui t'a guidé et c'est ce qui t'anime encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la naissance de cette passion, les premiers moments marquants en lien avec le vélo? La passion, elle est née de la relation avec mon père, en fait. Mon père était un grand passionné de cyclisme. Malheureusement, lors de sa jeunesse, il n'a pas été autorisé à pratiquer. Ça a été une grande frustration de sa jeunesse. Et je pense qu'il y a une part d'inconscient là-dedans. À partir de 12-13 ans, j'ai voulu peut-être assouvir ce que lui n'a pas pu assouvir. Donc j'ai commencé la compétition de manière très très laborieuse. Et de fil en aiguille, grâce à des dirigeants, une culture du cyclisme dans le coin qui était quand même très très forte, qui est encore très forte, mais voilà, où il y avait un environnement par rapport au cyclisme qui était très fort. Et j'ai fait partie de l'AC Milizac à l'époque avec un président qui s'appelle Roger Magueur, qui, je pense, en dehors de mon père, a été la personne qui m'a vraiment donné goût à ce sport-là. Donc voilà, c'est familial. Et puis après, le relais de dirigeants réellement passionnés. Et puis après, on rentre dans un environnement, dans un milieu, on rencontre des gens et de fil en aiguille, on s'approprie cette passion. Est-ce que toi, en tant que coureur, du coup, tu as aussi des choses qui t'ont marqué, qui t'ont conforté dans l'idée de suivre cette passion, des courses, des moments partagés avec des amis? Moi, ce qui me revient d'abord à l'esprit, c'est le fait qu'au départ, j'étais pas du tout dans l'allure et dans les catégories minimes. Je me prenais 1 tour, 2 tours chaque dimanche. Qu'en KD1, j'ai réussi à tenir dans le peloton. Et pour moi, c'est un de mes plus beaux souvenirs. D'avoir pu terminer une course dans le peloton, c'était extraordinaire. En KD2, j'arrivais à faire quelques top 10. Et en Junior 1, j'ai gagné ma première course à Lannilis, justement. Ok. Donc ça a été une progression linéaire qui m'a beaucoup construit, en fait. Et où je savais ce que c'était que de souffrir, où je savais ce que c'était que d'être un petit peu la risée du peloton parce que voilà, très souvent derrière. Et puis à force de travail, de motivation et d'encouragement aussi de l'environnement, parce que mon père, je me rappelle, et toute ma famille, ne m'a jamais fait le moindre reproche sur le fait que je n'étais pas performant. Ils m'ont accompagné vraiment de manière très très positive. Et c'est ce qui a fait que derrière, j'ai insisté et j'ai cherché toujours à progresser avec in fine certaines limites parce que j'ai jamais eu le niveau pour en faire mon métier. Mais voilà, je suis allé très très loin dans la recherche de la performance aussi et je pense que ça m'a beaucoup structuré. Ouais. En parallèle du vélo, tu menais des études. Je sais que tu as fait un parcours STAPS. Est-ce qu'on peut revenir aussi un peu sur cette période-là, du coup, sur le versant peut-être professionnel un petit peu? Voilà, encore une fois, mon environnement familial considérait que le vélo c'était un loisir et ils avaient tout à fait raison. Donc la priorité c'était les études. Et en sortant de mes années lycée, voilà, la passion du sport de manière générale m'a amené à m'orienter vers la filière STAPS, mais plus par la passion du sport que parce que par le métier que ça allait me proposer, en l'occurrence prof de PS. Et parce qu'à l'époque, voilà, dans les années 90,
La filière STAPS c'était quasi exclusivement réservé à des futurs profs de PS en fait. Ouais. J'ai eu la chance de pouvoir faire STAPS à Strasbourg où on avait l'option cyclisme qui nous était proposée, donc on était quelques cours à cyclisme là-bas et j'ai pu concilier en fait mes études avec une pratique cycliste, je dirais amateur du haut niveau, et ça a contribué aussi à la poursuite de mon épanouissement. Et donc en 91, je suis devenu prof de PS. Ouais. Au départ, dans un lycée sport-études à Flers, dans l'Orne, en Normandie, pendant 2 ans, Ok. voilà, qui s'est soldé par voilà, quelque chose qui ne m'a pas vraiment plu, paradoxalement. Et ensuite, j'ai enseigné pendant 13 ans dans un établissement classé zone sensible dans la banlieue de Strasbourg. Donc, je suis revenu à Strasbourg où j'ai fait mes études. Et j'ai travaillé dans un collège classé zone sensible où là, j'avais un métier effectivement de prof de PS, mais aussi beaucoup d'éducateurs et d'accompagnement de gamins voilà, dans les banlieues, etc. J'ai laissé beaucoup d'énergie, mais ça m'a vraiment beaucoup apporté aussi sur la connaissance de ces gamins en difficulté et sur le fait de pouvoir leur apporter à travers le sport des pistes d'épanouissement personnel. Voilà. Et suite à ça, donc je suis revenu en Bretagne. Et quand je suis arrivé en Bretagne, j'ai été nommé au collège de Port-Salle, où j'ai enseigné pendant 11 ans, tout en étant prof de PS, donc coureur jusqu'à mes 32 ans, je pense. Et ensuite, bah, je suis rentré naturellement dans l'encadrement, d'abord en Alsace, donc à Haguenau, où j'ai contribué à la création d'une structure qui s'appelait, à l'époque, parce que tous les labels ont changé, une DN Espoir qui s'appelait le Team Rémi Médère à Haguenau. Et ensuite, quand je suis arrivé en Bretagne, mon idée, c'était vraiment de décrocher de l'encadrement. Et il y a le président du BIC 2000 de l'époque, qui s'appelle François Leverge, qui est le grand-père de Valentin, qui est venu me solliciter, qui a insisté pour que je vienne lui donner un coup de main. Et par contre, bah, quand moi je m'engage et j'ai dit ok, on y va, mais on y va quoi. Et donc en quelques années, on a réussi à faire en sorte que le BIC 2000 devienne une structure référente en France. Et voilà, on est devenu une des, je dirais, des 10 meilleurs DNA en France avec pour objectif d'accompagner les coureurs locaux. Voilà, ou quasi exclusivement les coureurs locaux, de façon à ce qu'ils puissent éventuellement poursuivre leurs études dans le coin. Je pense à des coureurs comme Olivier Legac, comme Franck Bonamour, comme Maxime Cam, comme Romain Leroux, qui sont tous passés professionnels derrière et où voilà, j'ai passé de belles années à accompagner et à essayer de structurer quelque chose sur Brest qui puisse permettre à des coureurs de s'épanouir. Pour les gens qui nous écoutent, BIC 2000, c'est Brest-Iroise Cyclisme. Oui. Donc c'était un club amateur, Mmh. mais qui était quand même au plus haut niveau amateur. Oui. Est-ce que toi, durant ces périodes-là, parce que tu jonglais entre du coup prof de PS et tu encadrais aussi du coup une équipe cycliste, comment tu gérais un petit peu ce quotidien-là, parce que challengeant quand même, parce que c'était un niveau important et ça demande quand même beaucoup d'investissement. Encore une fois, la passion nous amène à sans doute déborder sur notre emploi du temps de manière parfois sans doute irraisonnable et ça nous pousse très loin. Mais au fil du temps, quand l'équipe s'est structurée, j'ai quand même été beaucoup accompagné par des dirigeants bénévoles qui s'occupaient de tout l'aspect administratif et logistique. Et puis ensuite, on avait des directeurs sportifs salariés. Okay. Donc moi, c'est vrai qu'au départ, j'étais directeur sportif dans les premières années, mais après, j'avais plus le rôle de manager, coordinateur, on appelle ça comme on veut, mais j'avais des directeurs sportifs qui s'occupaient du terrain, en fait. Et donc, ce qui fait que c'était conciliable de manière raisonnable. Mais c'est vrai qu'on ne comptait pas nos heures et c'était quasiment une activité à part entière, en plus de mon métier de prof de PS en plus, quoi. Mais voilà, c'était mon quotidien. Mais à un moment donné, il fallait que ça s'arrête quand même. Tu es arrivé en 2006 au club, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à 2015, donc c'est quand même 10 ans au sein de ce club-là. Tu dis qu'il fallait que ça s'arrête, justement. Ce moment, ça a été quoi? Ça a été des opportunités? Toi, tu étais prof, tu étais enseignant, donc tu n'avais pas aussi de contraintes, ce n'était pas ton travail. Ouais. Donc voilà, quelles
quelles ont été les évolutions de ce club et qu'est-ce qui a fait que toi, du coup, on le verra après, tu as changé de cap? Moi, j'avais un atout, c'est que j'avais une vraie liberté parce que j'avais un métier, voilà, un métier qui me permettait de vivre. Et derrière, c'était purement du challenge, en fait. Voilà, moi, je l'ai toujours dit à mes dirigeants, moi, je ne suis pas là pour entretenir un niveau. Moi, je suis là pour gravir les échelons. Et quand je vois qu'on arrive à certaines limites et que ça n'a plus de sens de continuer pour continuer, j'arrêterai. Voilà. Et je crois que c'est en 2015 que je leur ai annoncé en juin que j'arrêtais. Alors, je sais qu'il y a certains dirigeants qui ont cru que il y avait un effet, enfin, que j'avais été sollicité par l'équipe pro en amont, mais je le dis haut et fort, c'est pas vrai. Voilà, j'avais décidé d'arrêter parce que je voyais pas de perspective d'évolution et que la structure était en place et que j'étais convaincu que la structure pouvait être pérenne de cette manière-là. Tout comme je l'ai fait à Haguenau à l'époque. Quand il n'y a plus de levier d'évolution, je me retire pour prendre du recul et pour éventuellement rebondir sur quelque chose d'autre. Mais c'est mon challenge en continu et je préfère arrêter que de rentrer dans une routine. Et parce que quand on est dans une routine, pour moi, dans le sport de haut niveau, on baisse en intensité et on ne veut pas dire qu'on devient mauvais, mais pour moi, c'est beaucoup moins enrichissant et moins épanouissant. Et d'ailleurs, dans la poursuite de ma carrière, quand j'ai décidé de changer d'équipe, ça a aussi été ça, c'est-à-dire que effectivement, c'était trouver un nouveau challenge d'un niveau supérieur ou pas forcément, mais avec un vrai projet d'évolution. Et donc, c'est vraiment mon moteur, quoi. C'est vraiment mon moteur. Après, mon statut de prof de PS à la base me le permet. Parce que si demain ça s'arrête, je peux redevenir prof de PS en fait, parce que je suis en disponibilité. Et ça, c'est une vraie liberté et c'est un atout non négligeable. Est-ce qu'on peut revenir sur le moment du coup où tu arrêtes avec le Big 2000 et tu vas rejoindre après Fortuneo, donc à l'époque Vital Concept. Est-ce que c'est une proposition, une opportunité? Comment ça s'est passé un petit peu? Est-ce que c'était tout de suite à temps plein? Déjà, le contact était établi déjà un an avant parce que la dernière année 2015, on était équipe réserve de l'équipe Fortuneo qui s'appelait à l'époque Bretagne Séché Environnement 2015. Donc on était voilà, un des clubs phares de la région et j'avais réussi à convaincre Emmanuel Hubert à l'époque qu'on devienne un petit peu son vivier, donc ça s'était plutôt bien passé. Et il y avait vraiment un projet qui était sympa, où les jeunes de la structure avaient une possibilité d'évolution dans le milieu professionnel, et puis nous, en même temps, on bénéficiait aussi de pas mal d'atouts logistiques, matériels de la part de la structure. Mais après, voilà, l'évolution du sport de haut niveau fait que l'année d'après, c'est Vital Concept qui est devenu partenaire et que Vital Concept, le président, Patrice Etienne, était président de Loudiac et donc a décidé que lui viendrait à condition que Loudiac soit équipe réserve. Donc ça s'arrêtait pour le Big 2000. Et voilà, quel a été le lien. Ensuite, je pense que quand Emmanuel Hubert m'a sollicité, on se connaissait quand même déjà relativement bien, et puis il a perçu qu'il y avait peut-être en moi un profil un petit peu différent des autres directeurs sportifs, peut-être complémentaire aussi. Et il a peut-être vu aussi le travail qui avait été fait avec les jeunes en amont, donc il a souhaité me tendre la main pour étoffer le staff. Et moi j'ai accepté. Mais au départ, c'était seulement à mi-temps. Donc j'étais prof à mi-temps et directeur sportif à mi-temps pendant 3 années. Voilà. Et après, par contre, j'ai basculé à plein temps parce que l'équipe grandissait et qu'il y avait matière à rentrer dans le métier de manière entière, en fait. Et du coup, c'est passé Arkea Samsic. Voilà. Oui, tout à fait. Arkea, donc Fortuneo, qui est une filiale d'Arkea, a été remplacé par Arkea avec des moyens quand même sans doute supérieurs. Là, j'ai vraiment vécu toute l'évolution de ces structures-là, où de Bretagne Séché Environnement, qui était une équipe continentale de 3e division, jusqu'au niveau World Tour, l'accession au niveau World Tour en 2023. Donc vraiment de très belles années,
très riche avec la découverte de jeunes pousses qui se sont épanouis et puis aussi de champions, quoi. De champions. Donc ça a été vraiment de très belles années. Ouais. Et ce qui t'a amené aujourd'hui, du coup, un nouveau challenge. Donc, tu fais partie de la Groupama FDJ. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien aujourd'hui? Quel est ton rôle en tant que directeur sportif, que ce soit tes missions, ta relation avec le staff, voilà, que les gens comprennent un petit peu de quoi il s'agit. Bon, déjà, en arrivant chez Groupama FDJ, c'est une équipe quand même qui est pérenne, qui est bien installée depuis de nombreuses années. Si je ne m'abuse, elle existe depuis 1996 ou 97. Et je suis arrivé dans quelque chose de plus structuré. Alors, c'est pas du tout pour dénigrer, parce que chez Arkea, on a tous contribué à l'évolution, on amenait tous nos idées, mais on était tous en continu dans la structuration, dans le fait d'amener des idées, dans le fait de mettre des choses en place. Alors que là, j'ai vraiment un rôle de directeur sportif. Donc on est 6 directeurs sportifs. A priori, on sera 7 à partir de 2025. Et ma mission, c'est vraiment de faire en sorte que l'équipe que je dirige sur chaque course soit la plus performante possible. Point. C'est-à-dire que je suis vraiment là pour apporter de l'expertise et faire en sorte que les résultats soient de haut niveau, tout simplement. Et le quotidien, c'est dès le mois de décembre, on prend connaissance de notre calendrier, donc comme un coureur. Et donc, dès le mois de décembre, on s'imprègne des épreuves auxquelles on va participer. On se conditionne, on prend le maximum d'informations et puis on étudie aussi l'effectif que l'on a sur place. Mais après, quand on se déplace sur une course, il faut savoir qu'on est responsable, nous, directeurs sportifs, de l'ensemble de la structure qui se déplace, à savoir tout le staff et tous les coureurs. Et du jour où la convocation se met en place, voilà, on est le référent de la structure sur l'épreuve et responsable de toute la structure sur cette épreuve-là. Mais évidemment que la mission la plus saillante et la plus visible, c'est le coaching. Le coaching et la mise en place des objectifs en fonction des coureurs que l'on a. Et le résultat qui doit aboutir suite à tous ces échanges-là, à toutes ces stratégies qui doivent être mises en place. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément un peu du quotidien? J'imagine qu'il y a un travail énorme en amont de chaque course. Il y a un travail de planification aussi, beaucoup d'échanges avec les coureurs qui nécessitent beaucoup d'organisation aussi au quotidien. Est-ce que, parce qu'il y a différentes périodes, donc forcément un quotidien qui est en perpétuelle évolution. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'une journée, peut-être sur un focus pour que les gens qui nous écoutent se rendent compte un petit peu de ce que tu peux faire sur des tâches particulières, précises? Déjà, il faut savoir qu'on est une équipe de directeurs sportifs entourés d'entraîneurs. Donc on se doit d'échanger tous entre nous. Parce que la particularité, c'est que par rapport à un sport co, on n'a pas les coureurs sous la main au quotidien. Donc ils sont chez eux ou ils sont sur les camps d'entraînement. Et donc on doit, pour recueillir le maximum d'informations, on doit s'appuyer sur les courses précédentes où il y avait un collègue directeur sportif pour savoir où se situait tel ou tel leader ou même tel équipier. Et puis les entraîneurs qu'on les donnait au quotidien, à la fois physique et souvent aussi mental, parce que eux, ils échangent pour le coup quasi quotidiennement avec eux. Mais évidemment que nous, en amont de la course, on prend des nouvelles des coureurs, on les appelle, on leur donne leur mission, les attentes que l'on a sur l'épreuve. Donc eux savent très bien qu'il y a un leader qui va être désigné ou éventuellement 2 leaders ponctuellement, et ils savent exactement le rôle qu'ils vont avoir en tant que leader ou en tant qu'équipier. Ils doivent connaître exactement la structuration et la stratégie globale de l'équipe, qui est construite donc par le directeur sportif en fonction de toutes les informations que l'on a recueillies. On se doit aussi d'étudier le parcours. On a des outils qui nous permettent, même à distance, de voir quasiment l'état des routes et de pouvoir se projeter sur le parcours quasi à 100%. Toutes les équipes le font, donc on est vraiment dans l'information détaillée de tout le parcours. Et puis voilà, donc recueil d'informations, communication, mise en confiance et positionner le vrai bon objectif, parce que
d'aller sur une course, il faut être lucide, il faut avoir un objectif qui soit concret, il faut avoir un objectif qui soit en adéquation avec les qualités Chacun. de chacun. Et puis surtout aussi, faire en sorte que les équipiers, qui sont pour moi voilà, c'est vraiment la fondation de l'équipe, puissent jouer leur rôle à 100%. Si des équipiers viennent sans avoir vraiment des missions très précises, souvent on s'aperçoit qu'il y a un manque d'engagement ou un manque de précision. Et souvent ça a souvent une incidence sur le résultat final en fait. Qu'est-ce que tu préfères, toi, sur une saison? Qu'est-ce qui peut-être t'excite le plus ou tu prends le plus de plaisir? C'est dans la préparation, c'est dans vivre l'événement, c'est dans se dire, voilà, on a telle stratégie. C'est quoi qui t'anime vraiment le plus, quoi? Ce qui m'anime le plus, c'est d'avoir une stratégie à 100% en phase avec les ressources que l'on a, quoi. D'aller sur une course en disant l'objectif c'est de gagner, alors qu'on sait très bien qu'il y a des leaders adverses qui sont sans doute plus armés et c'est compliqué. Par contre, la victoire évidemment c'est ce qu'on recherche, mais on peut très bien aussi aboutir à un objectif. Quand je vois par exemple Valentin qui fait troisième au Tour des Flandres ou qui fait deuxième aux Jeux Olympiques ou quand même David fait 6 à la Vuelta, ce sont des résultats qui sont en ligne en fait avec nos ambitions, nos ressources de base, quoi. Donc la victoire évidemment c'est le Graal, c'est-à-dire que là il y a vraiment une excitation et c'est ce qu'on cherche, mais faut savoir qu'on est quand même au plus haut niveau mondial, au niveau World Tour. Donc des victoires, quand on en a entre 15 et 20 dans l'année, c'est bien, mais des jours de course, on en fait bien plus. Et de pouvoir accompagner par exemple un jeune sur un grand tour, sur un premier grand tour, et de l'accompagner mentalement sur les différents passages, point haut, point bas dans un grand tour, et de finir un grand tour, c'est aussi quelque chose qui est très, très enrichissant. Mais à la base, oui, c'est sûr que c'est la victoire qui m'anime. Et d'arriver sur une course avec des leaders capables de gagner, une équipe vouée à 100% pour le leader et qui s'installe vraiment dans la stratégie à 100%. Et quand c'est écrit et que ça se réalise, là c'est vraiment c'est vraiment le moteur de notre quotidien. Tu dis quelque chose qui m'intéresse. Tu dis être à 100% pour l'équipe. On sait que c'est un sport d'équipe, mais aussi individuel, le cyclisme. Et c'est toute la difficulté, je pense, de ce sport. Comment, toi, tu perçois ça? C'est-à-dire composer avec la création d'une dynamique collective, mais aussi de répondre à des besoins qui sont individuels. On sait aujourd'hui que chaque coureur a son rôle, que ça peut aussi créer des rivalités, des fois, au sein d'un même effectif. Comment, toi, tu composes avec ça? Comment vous composez avec ça pour tirer tout le monde dans la même direction et créer des résultats? C'est un vrai sujet, hein, quand on a un groupe et qu'on a un leader qui se détache de manière naturelle, ça pose pas de souci parce que voilà, c'est légitime et là généralement les coureurs sont lucides. Après quand on désigne des leaders qui sont peut-être moins légitimes pour eux, même si on le choisit, c'est qu'on a nos raisons. Là c'est peut-être effectivement plus compliqué, mais faut savoir qu'on est au travail et qu'un équipier qui est dans l'équipe, généralement quand il arrive dans l'équipe, il sait quel rôle il va avoir et ça fait vraiment, vraiment partie de la psychologie et du métier que d'accepter son rôle en fait. Après, il faut savoir que bien souvent quand même un équipier a des fenêtres de tir quand même durant l'année. Donc on lui permet d'avoir sa chance de temps en temps. Mais il y a des coureurs, ils savent d'emblée que sur 70 courses qu'ils font dans l'année, ils vont en faire peut-être 65 au service des autres. Mais c'est un métier. C'est un métier. C'est dans un sport co, il y a des attaquants qui marquent des buts, il y a des défenseurs qui sont là pour empêcher d'en prendre. Et c'est un petit peu la même chose. Et il y a des coureurs qui font aussi de très longues carrières en étant équipiers. Et nous, notre rôle, c'est de les valoriser. Parce qu'encore une fois, un leader au jour d'aujourd'hui ne peut pas fonctionner sans avoir de très très bons équipiers.
Voilà, c'est la base. C'est la base de notre performance, ce sont les équipiers, pas avant tout, parce que le leader doit poursuivre le travail, mais si un leader est isolé, il ne peut pas performer. Il peut pas performer. Donc c'est à nous de valoriser, c'est à nous de leur faire prendre conscience à ces équipiers-là que leur rôle est important, que ça peut être gratifiant aussi, et peut-être à un moment donné de leur carrière de faire un choix, effectivement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, ils ont du talent quand ils arrivent dans le milieu professionnel, et certains, souvent, ce sont des coureurs qui n'ont peut-être pas forcément des qualités spécifiques, qui ont des qualités un petit peu équilibrées. Et ben, c'est à nous de leur faire passer le message en disant ben, il y a de fortes chances qu'au niveau World Tour, tu sois que équipier. Mais c'est aussi un métier et c'est aussi très valorisé et très valorisant. Et les très bons équipiers ont même une emprise mentale et psychologique sur les leaders. Parce que bah, des leaders, parfois, touchent aussi leurs limites par rapport à leur motivation, des fois leur moment de faiblesse aussi. Et d'avoir des équipiers solides, tant mentalement que physiquement, pour moi, ça reste la base d'une équipe. Tu as énormément d'années d'expérience, j'imagine qu'il y a eu plusieurs cas. Mm. Est-ce que toi, sans forcément donner de nom, mais est-ce que tu as un cas en tête où tu t'es dit, ça s'est vérifié un peu ce que tu me dis, c'est-à-dire voilà, période de creux, le gars est revenu plus fort, et il y a eu une aventure aussi, parce que forcément, quand il y a des moments de fragilité aussi, ça intensifie parfois les relations, et surtout quand on arrive à ressortir la tête de l'eau. Est-ce que tu aurais peut-être eu un moment à nous raconter Ouais, je me rappelle quand Warren Barguil est arrivé dans l'équipe Arkea, il sortait quand même d'une saison où il a gagné 2 étapes sur le Tour de France. Et puis, il est arrivé avec nous. Et puis là, tout s'est un petit peu mélangé. C'est-à-dire que bah, lui était encore jeune malgré tout. Il est arrivé dans une structure qui n'était pas encore mature. Par contre, lui, ça lui plaisait que de structurer ou d'amener ses idées. Sauf que un sportif de haut niveau, il doit se concentrer sur sa pratique, point, et ne pas être là autour d'une table avec le staff aussi pour dire bah, ça serait bien qu'on fasse comme ci, comme ci, comme ça. Et donc là, il y a eu quand même une année et demie, je dirais, compliquée où on se disait bah, c'est dommage quoi. L'année d'avant, il gagne 2 étapes sur le tour, et puis avec nous, on n'y arrive pas. Mais avec du recul, c'était normal parce que tout le monde n'avait pas encore cette maturité-là. Et comme lui ne lâche jamais rien et que nous, on l'a accompagné du mieux possible aussi, quand il est devenu champion de France, ça a vraiment été un aboutissement. Et tout ce souvenir-là de cette période-là de non-résultat, de structuration, pour arriver à un titre de champion de France, ça a été une belle expérience. Et lui, avec ses ressources qu'il a réussi à canaliser, parce que il voulait tellement bien faire qu'en fait, sans doute qu'il se dispersait. Nous, à vouloir peut-être aller trop vite aussi, et ben on a fait des erreurs. Et puis, ben voilà, quand il gagne le championnat de France, on dit ça y est, on a franchi un cap, quoi. Ouais, j'imagine que ça, finalement, le sentiment de cette chanson, c'est que ça donne du sens finalement à tous ces efforts et que c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre conscience. Voilà, ça c'est sur du long terme. Quoi. Après, j'ai un souvenir alors complètement différent, c'est l'an dernier sur le Giro, où Olivier Legac qui arrive sur le Giro diminué, qui a passé des moments de souffrance très très profonds. Donc moi j'avais le rôle de directeur sportif entre guillemets numéro 2, où je gérais à la fois les échappées et les coureurs lâchés. Et là, ouais, j'ai vécu une expérience avec lui très loin derrière le peloton, seul parfois, où il a fallu aussi mettre voilà, les bons fusibles pour qu'il puisse persévérer, et où je vois dans son regard par moment en disant ça sert à rien en fait. Et il a vu dans le mien que l'abandon en fait c'était juste pas possible. Et il allait très 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 loin dans la souffrance et dans l'effort. Et le fait d'avoir pu lui serrer la main en arrivant à Rome en disant bah voilà, t'as passé les 3 semaines mais sans doute les plus dures de ta carrière parce que tu n'iras plus jamais aussi loin, et peut-être qu'il ne faut pas y aller. Et c'était une belle histoire aussi, ouais. Une belle histoire, mais différente. Moi, je crois que c'est dans la tête de tout le monde un petit peu que le vélo, c'est un sport difficile quand on le regarde. Et du coup, ça soulève une question chez moi, c'est comment on arrive à allier la performance et le bien-être. Parce qu'il faut être aussi bien pour performer. Comment on arrive à allier ça avec tant d'exigences, tant de souffrance au quotidien physique dans l'effort, et aussi parfois mental avec la pression du résultat, parce que c'est pas que rouler, c'est aussi gérer
une course et tout un entraînement. Et puis c'est long, quoi. Ouais. Une saison, c'est long, quoi. Donc comment tu perçois ça? Alors, comment je perçois ça? Je sais que j'ai eu des discussions avec Marc Maggio à ce sujet-là, qui disait qu'à son époque, et encore après sans doute, le cyclisme ou être coureur cycliste, c'était un art de vivre. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à concilier l'entraînement, la performance, avec toute une vie en dehors qui leur permettait de s'épanouir aussi. C'est-à-dire qu'il y avait les périodes de critérium où c'était festif, il y avait un peloton nettement plus restreint qui faisait qu'ils étaient tous alors à la fois adversaires mais aussi très liés. Et j'aime bien son expression où à l'époque c'était un art de vivre. Et maintenant en fait, je pense qu'on est dans la performance tellement pointue qu'on se doit au quotidien de se donner les moyens à 100% en fait. Et ça peut être très nocif. Alors les champions qui ont des qualités physiques et mentales extraordinaires, ça les alimente peut-être des fois. Ouais, complètement. Ça les alimente et pour eux, je dirais que c'est quelque part sans doute plus facile. Mais pour les coureurs qui ont peut-être moins de talent, à un moment donné, ils peuvent se poser la question, ouais, mais qu'est-ce que je fais au quotidien d'aller faire entre 3, 5, 6 heures de vélo par jour, dans des conditions météo pas forcément... où la notion de plaisir, en fait, elle peut un petit peu s'effacer. Et l'équipier doit trouver des ressources pour trouver de l'épanouissement dans l'accomplissement de son métier en s'appuyant sur la performance de ses leaders, tout simplement. Et puis, après, il y a certains coureurs aussi qui trouvent des sources d'épanouissement dans le fait d'être très lucide sur ce qu'est, entre guillemets, aussi la vraie vie. J'entends beaucoup de coureurs en disant ouais, c'est dur, mais moi j'ai mon père, j'ai ma mère qui se lève à 5 h le matin, qui rentre à 19 h le soir, et où c'est aussi très très compliqué. Donc moi j'aime bien des fois leur permettre de dire, vous faites quand même un beau métier, et ça dure le temps que ça dure. Donc pour certains ça peut durer 2 ans, pour d'autres ça peut durer 12, 15 ans. Mais il y a aussi des remises en question, il y a aussi des évolutions dans la façon de s'entraîner. On ne reste pas tout le temps sur les mêmes schémas. Donc voilà, c'est tout un accompagnement et comment dirais-je, il faut avoir une vraie lucidité parce que c'est quand même un beau métier et il y a des métiers, je le dis tous les jours, qui sont bien plus difficiles mentalement. C'est vrai que le vélo physiquement, ça nous amène dans des états des fois extrêmement compliqués, mais la vraie vie c'est compliqué aussi parfois. Moi j'ai une question par rapport justement à ton métier initial qui est enseignant. Est-ce qu'il y a des choses que ce métier-là t'ont apprises et que tu as réinvesti justement dans un milieu totalement différent, peut-être dans la pédagogie, dans la gestion d'une équipe, parce que dans une classe d'élèves il y a beaucoup de diversité, mais finalement dans une équipe aussi, tu le disais tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de diversité. Comment tu ferais la parallèle en fait? Le parallèle, il y a des liens évidents. D'ailleurs, Frédéric Grapp, qui était directeur de la performance pendant de nombreuses années à Groupama FDJ, est un prof de PS aussi à la base, et on a eu l'occasion d'échanger. Mais voilà, la base, c'est la notion de projet en fait. C'est-à-dire qu'on part sur un diagnostic au départ, sur les qualités d'un élève, sur les qualités d'un coureur, et on construit un projet dans le temps avec des temps de passage, avec des compétences à acquérir. Et c'est là qu'il y a une vraie similitude. Donc l'accompagnement du coureur ou de l'élève en exprimant, en échangeant sur vers quoi on veut aboutir en fait. Quelles sont les qualités spécifiques de l'athlète, quelles sont les qualités de l'élève et vers quoi on veut aboutir, quelles compétences on veut acquérir. Et d'ailleurs, dans l'équipe, là, il y a une sorte de système qui se met en place où on essaie d'avoir la notion de défi vis-à-vis du coureur. Et alors, c'est bien plus facile vis-à-vis des jeunes coureurs. Mais moi, je vois par exemple certains jeunes coureurs, on a fait le point à mi-saison en disant, voilà, l'hiver dernier, on disait que pour vraiment t'installer
dans le métier, parce qu'il faut d'abord s'installer. Pour s'installer dans le métier, il faut que tu passes par ce cheminement-là, de la préparation physique, d'être à l'aise sur ce type de course-là, de pouvoir peut-être, au bout d'un an et demi, être capable de faire une course World Tour d'une semaine, puis peut-être un grand tour. Mais pour ça, il faut que tu passes par des stages personnels, il faut que tu passes par la capacité d'abriter tes leaders, etc. Et donc, au fur et à mesure, en fait, on lui liste un certain nombre de compétences à acquérir et on les coche au fur et à mesure. Et voilà, on considère que quand une compétence est acquise, eh ben, le coureur a progressé, en fait. Donc, il y a une vraie similitude et il faut, en fait, donner du sens à ce qu'on demande au coureur, tout comme à l'élève, en fait. Voilà. Et quand le coureur sait exactement vers quoi on veut aller et ce qu'on lui demande de manière concrète au quotidien, et ben, ça a du sens et donc souvent ça marche. On parle des jeunes coureurs là, notamment. Je sais que tu attaches beaucoup d'importance à la formation. Finalement, est-ce que c'est justement la notion de défi qui permet à ces jeunes coureurs de garder la flamme un petit peu? Parce que souvent, il y a un passage vraiment du milieu amateur après au milieu professionnel. C'est quand même deux mondes différents. Comment toi, tu les accompagnes, ces jeunes coureurs-là, et comment vous entretenez ça? La particularité, c'est que les jeunes, souvent, ils veulent aller trop vite. Et on voit les vitesses qui augmentent, on voit la difficulté des courses, etc. Et un gamin maintenant à 17 ans, 18 ans, il a un entraîneur individuel, donc il a déjà travaillé ses qualités spécifiques, il a déjà travaillé beaucoup de choses. Et ce qu'il faut leur faire comprendre, c'est qu'il y a des passages en fait, il y a des passages et souvent ils veulent aller trop vite. Et là je vois certains jeunes que j'avais pu détecter, que j'avais pu observer, je pense qu'il y a certains d'entre eux qui vont réellement à l'échec parce que ils sont pas conscients de l'évolution vraiment de notre sport dans la haute performance et qu'à un moment donné, la composante temps, la composante travail, elle est fondamentale. C'est un vrai sujet parce que maintenant, il y a les équipes continentales en deçà des World Tours, où la détection se fait de plus en plus jeune et où on amène des jeunes sur certaines courses de manière précipitée, en fait. Précipitée. Et ça, pour moi, ça, c'est un vrai sujet. Mais bon, voilà, c'est la nature de la jeunesse aussi, hein, de vouloir se référer à ce qui se fait de mieux. Mais il y a eu des coureurs exceptionnels en sortant de junior. Quand on parle évidemment de Evenepoel, de Pogacar et bien d'autres. Et au niveau français, nous, on prenait la référence chez Groupama FDJ l'an dernier de Lenny Martinez, de Romain Grégoire, de Laurent Spiti. Mais ça reste des exceptions. Et les jeunes qui sont juste en dessous de ce niveau-là, ils se réfèrent à ça, ils veulent avoir le même vécu. Et ça marche pas comme ça, quoi. Et l'acquisition des compétences, elle doit se faire dans l'ordre déjà. Il y a encore 10 ans, un coureur, par exemple, comme Laurent Pichon, il est passé professionnel à 24 ans, il a fait une très belle carrière. Mais à 19 ans, il n'avait pas du tout les compétences pour être professionnel, quoi. Et là, maintenant, à 19 ans, si on n'a pas les compétences, on dit, non, t'es pas fait pour ça. Si, et d'ailleurs, le recrutement chez Groupama FDJ cette année, il le prouve un petit peu, c'est qu'on fait confiance à des jeunes coureurs qui sortent de structures continentales et qui ont 23 à 24 ans. Voilà, donc c'est en pleine mouvance, mais vigilance et que les jeunes fassent confiance aux gens qui ont l'expérience et qui savent analyser. Et pas uniquement, non, moi je suis motivé, moi je veux être un champion. Et j'ai vu beaucoup d'erreurs de fait et malheureusement des carrières qui partent dans tous les sens et qui n'ont plus de sens en fait. Et c'est dommage. Il y a souvent le mot stratégie qui revient, que ce soit stratégie de course, soit stratégie aussi de carrière, stratégie un petit peu même finalement dans la pédagogie que tu peux retrouver dans le PS, l'évaluation des ressources de la personne, essayer de voir un petit peu la trajectoire qu'il peut prendre, l'évolution, etc. Aujourd'hui, dans la stratégie, il y a une autre dimension, c'est la data aussi qui commence à prendre de plus en plus de place. Pour les gens qui nous écoutent, c'est toutes les données un petit peu qu'on peut recueillir. Moi, je prends l'exemple des sports collectifs, qui est le plus connu, c'est peut-être les GPS que les footballeurs peuvent avoir dans le dos, avec énormément de données, les kilomètres parcourus, etc. lors d'un match. Il y a énormément de données aussi dans le vélo.
Quelle est ta relation avec ça, justement, et finalement, la liaison avec l'humain Hmm. et le management, quoi? Ouais, alors c'est un vaste sujet. Effectivement, les dernières années, on a vu émerger toutes ces données-là, hein, notamment par rapport à l'entraînement, les données qui ressortent des capteurs de puissance et tout le reste. Si le peloton, entre guillemets, a gagné beaucoup en vitesse sur les courses, etc., c'est lié à ça, c'est clair. C'est-à-dire que l'entraînement maintenant est hyper pointu. On sait exactement dans quelle zone travailler de manière spécifique pour que le coureur soit performant. Et on a suffisamment de recul maintenant pour savoir ça marche, ça marche pas. Et voilà. Et toutes les données par rapport à l'altitude, on ne se rend pas compte, mais c'est un travail de précision. Tout le monde ne réagit pas de la même façon, etc. Donc oui, toutes les données data sont extrêmement importantes. Après, on a quand même des entraîneurs, et nous notamment, qui avons aussi quand même un regard un petit peu plus concret par rapport à la performance, parce qu'in fine, c'est la performance qui compte. C'est pas forcément le fait de battre ses records, comme on entend. Voilà, il a battu son record sur 1 minute, sur 5 minutes, sur 20 minutes, c'est très bien lors d'un stage. Souvent, au mois de janvier, en fait, les sprinters, ils battent le record de watts sur 10 secondes, 15 secondes. Et on se dit, bah là, cette année, il va gagner 10 courses, quoi. Mais il se trouve que tous les sprinters battent souvent leur record en janvier-février. Et après, pourquoi ils arrivent à ne plus arriver à ces données-là? Parce que sans doute qu'il y a une fatigue latente et qu'ils ont moins de fraîcheur, etc. Mais bref, tous les ans, au mois de janvier, le sprinter de l'équipe bat ses records. On dit, bah là, terrible. Et il se trouve que, avec du recul, je m'aperçois que il ne gagne pas forcément plus de courses que d'habitude. Et donc ça veut dire qu'il y a plein d'autres données en fait. Il y a plein d'autres données et un coureur qui bat ses records sur une séance spécifique entraînement, c'est une chose. De pouvoir avoir ces données-là en 5e heure de course sur un Tour de Lombardie ou sur un championnat du monde, c'est autre chose, quoi. Voilà, donc, mais tout ça, on le sait, on le maîtrise. Et c'est pour ça un coureur, il faut aussi qu'il ait cette lucidité-là, où il faut aussi du temps pour installer les choses. Et ce qui est important, c'est la course. Et la course, on est dans un état psychologique qui fait que la physiologie change. Il y a des sécrétions qui font que certains coureurs, ça va les pousser vers le haut, d'autres vont être anesthésiés. Donc il y a plein de choses, à la fois physiologiques, à la fois de données purement physiques, voire mécaniques, parce qu'on est aussi beaucoup maintenant sur tout ce qui est évolution du matériel. Et donc il faut essayer de combiner tout ça. Donc ça a fait beaucoup progresser le système, mais ça a aussi des limites. Et c'est à nous de travailler avec toutes ces choses-là, en fait. Tu disais que justement on est dans un autre état d'esprit lors de la compétition, qu'il y a une sécrétion peut-être d'hormones différentes aussi et que il y a l'adrénaline de la course. Est-ce qu'il y a déjà eu t'as des exemples où tu t'es dit le coureur là en ce moment il est pas en forme, il performera pas, mais qu'il y a quelque chose qui s'est passé un peu de magique dans la course et il s'est transcendé, quoi, et vous avez eu un résultat que jamais vous auriez espéré, quoi. Est-ce qu'il y a Sur les dernières années, j'ai vu par exemple un coureur comme Kevin Vauquelin, avec toutes les limites qu'il peut avoir quelque part sur l'aspect psychologique, où on croit des fois qu'il est assez instable et autres. D'ailleurs, j'ai lu un papier sur lui récemment où il disait que le matin où il gagne l'étape du Tour de France, il était plus bas que terre, quoi. Il pleurait, il disait je suis nul, et il gagne une étape du Tour de France, quoi. Donc il y a des personnages comme ça qui sont en doute. Dès que c'est le moment de la compétition, ils sont dans un autre état. Ils switchent, ils sont dans un autre état. C'est assez particulier, ouais. C'est assez particulier, et je pense notamment aux sprinters aussi, où le matin, on prend le petit-déj avec eux, c'est des nounours, c'est des gens extrêmement... Et puis après, quand ils sont en mode sprint, c'est plus du tout les mêmes bonhommes, quoi. C'est plus du tout les mêmes bonhommes. Et là, effectivement, il y a l'aspect physiologique, et il y a des choses certainement qu'on ne maîtrise pas encore, qui fait qu'on arrive dans un état autre. Voilà, après, avec le temps, on sait aussi comment un coureur bascule dans cet état-là. Et il y en a d'autres, à contrario, qui sont entre guillemets, les champions du monde de l'entraînement. Et puis en compétition, ils n'arrivent pas à s'exprimer
pleinement par rapport aux données que l'on a et donc par rapport à la performance qu'on pourrait espérer. On sait aussi qu'il y a des coureurs qui sont régulés par rapport à des séquences dans le temps. Certains coureurs, on peut faire ce qu'on veut, ils ne seront jamais performants au mois de février. Et pourtant, ils ont fait une préparation tip-top, mais là, ça marchera jamais. Et par contre, toujours, d'année en année, toujours aux mêmes périodes, ça revient, malgré la volonté de bouger un petit peu ces lignes, de bouger ces lignes-là. Et ça, c'est ancré en fait. C'est ancré. Pour qui, pourquoi? Il y a des choses qui ne s'expliquent pas non plus que par la science et par le mental. C'est-à-dire qu'il y a voilà. Mais à nous d'analyser tout ça et de faire en sorte qu'on aboutisse aux meilleurs résultats avec toutes ces données-là. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la relation avec le coureur? Dans ton approche, qu'est-ce qui pour toi est le plus important peut-être en termes de valeur? Pour moi, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'il faut avoir un discours vrai avec le coureur et que le coureur soit vraiment conscient qu'on est là, un, dans l'intérêt de l'équipe, d'abord de l'équipe, deux, dans son intérêt aussi à lui, et qu'on est là pour son meilleur, quoi, pour son meilleur. Et à partir du moment où il y a une relation de confiance qui s'installe, on peut, entre guillemets, se dire les choses. Et bien souvent, nous, directeurs sportifs, on se doit de dire aussi des choses qui froissent ou qui ne sont pas forcément toujours que bienveillantes. Si on est toujours que dans la bienveillance, que dans ça va aller, que dans l'optimisme un petit peu caricatural, on n'avance pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi savoir poser le doigt sur les limites, sur les lacunes, sur les choses qu'il faut améliorer pour pouvoir performer. Mais à partir du moment où le coureur sait que voilà, l'aspect négatif que l'on va évoquer, c'est vraiment dans son intérêt, là on peut vraiment évoluer. Tu as un exemple de situations où justement vous avez eu à dire des choses pas très bienveillantes et à être frontal comme ça avec un coureur? Quand on vient sur une course, on prépare notre briefing, tout est établi, donc le briefing, le rôle de chacun est bien déterminé et certains coureurs des fois soit comprennent pas, soit choisissent un petit peu de faire à leur sauce, à leur façon. Par contre, nous, on le voit, quoi. On le voit. Donc des fois, effectivement, lors des débriefings, il y a des choses qui sont dites et qui doivent être dites, et où le coureur est confronté à des discussions assez âpres. Mais généralement, si c'est censé, si c'est dans la logique de ce qui avait été prévu, il fait un mea culpa. Et à contrario, des fois, on peut aussi, nous, faire évoluer un petit peu une stratégie en fonction de ce que le coureur dit. Je me rappelle d'une course, la première victoire de Laurent Pichon, où j'avais un coureur j'avais deux capitaines de route, c'était Florian Vachon et Arnaud Gérard, et où moi j'avais décidé de mettre en place une attaque collective à 2 tours de l'arrivée. Et je me rappelle que Arnaud et Florian m'ont répété à la radio, non, étant donné la dynamique de la course, il faut attendre le dernier tour, et par contre au dernier tour ça va le faire, ce qu'on a prévu à cet endroit-là, ça va le faire. Et je dis ok, j'entends, donc on attend un tour et on le fait au dernier tour. Et on le fait au dernier tour et ça a fonctionné à 100%, quoi. Donc là, il y a eu un échange avec des coureurs qui avaient de l'expérience, qui avaient de la maturité et qui étaient au cœur de l'action. Moi, j'étais dans ma voiture derrière. Et j'ai un très bon souvenir de ça, en fait, où le résultat, je pense, a découlé d'un échange et non pas d'une stratégie directe qui vienne du directeur sportif. Ça, j'avais beaucoup apprécié. Ouais. Ouais, c'est des belles choses sur lesquelles tu peux t'appuyer aussi aujourd'hui. Tout à fait. Quand le coureur dit non, je pense que tu te trompes, il faut plutôt attendre là ou faire ceci, faire cela. Je dis ok, pas de souci. Et donc la combinaison de tout ça a fait que ça avait fonctionné. Et j'avais vraiment apprécié. Et de ce moment-là, je m'étais dit que c'était grâce à l'échange, en fait, grâce au recueil du maximum d'informations qu'on arrivait à quelque chose. Alors après, régulièrement, on arrive quand même à quelque chose d'abouti et le coureur, quelque part, se doit d'appliquer ce qu'on lui demande, mais j'ai toujours été ouvert
ouvert à la discussion dans la mesure où ça reste objectif et raisonnable. J'ai l'expérience aussi, ma première année dans l'équipe Fortuneo, où sur le Tour de Bretagne, on avait un sprinter unique qui était franchement très fort, qui s'appelait Boris Vallée, pour qui d'ailleurs j'ai beaucoup d'affection. Et on avait décidé donc de tout jouer sur l'arrivée au sprint. On avait décidé de mettre un coureur dans l'échappée pour éviter d'avoir à faire des efforts collectivement et à rouler derrière l'échappée. Donc au kilomètre 20, je crois, l'échappée part avec 7 coureurs. On a un coureur dedans, Jean-Marc Bidot. Et au kilomètre 40, on entend à la radio qu'il y a un coureur qui est seul en contre, à 2 minutes de l'échappée et à 2 minutes du peloton, où c'était notre sprinter. Voilà. Et donc là, j'ai dû demander confirmation quand même au président du jury parce que j'avais l'impression d'être sur notre planète. Là. Et notre sprinter, Boris Vallée, est rentré sur l'échappée. Donc il se retrouve à 8. Et là, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait? Et ben, rien que pour crédibiliser un petit peu le schéma vis-à-vis de l'ensemble des coureurs, donc je suis monté à sa hauteur et je lui ai demandé de s'arrêter pour retourner dans le peloton. Voilà, donc il est retourné dans le peloton, il a eu du mal à comprendre, mais il a compris. Et après, forcément, je pensais qu'il avait course perdue et il gagne. Donc c'est rentré sur l'échappée et il gagne quand même au sprint. Et ça, c'est une expérience assez rigolote, quoi. Mais c'est pour dire que quand il y a une stratégie qui est mise en place, on se doit de garder un fil. On ne peut pas après partir dans des choses où à l'instinct, oui, l'instinct c'est bien, mais il faut qu'il y ait du sens quand même, quoi. Ouais. Là, ça rejoint un peu peut-être la prise de décision, parce qu'il y a des moments où il faut évaluer rapidement ce que tu vas faire. Donc c'est un métier vraiment exigeant. Je pense que finalement, ton métier, c'est prendre des décisions. Oui. Comment tu le vis, toi, au quotidien, vraiment personnellement, ce rythme intense, beaucoup de déplacements, après, pendant les courses, beaucoup de prises de décision, en dehors aussi, en amont, des choix en tout temps. Comment toi, tu vis personnellement à l'intérieur dans la gestion de ces émotions, en fait, parce que ça génère des émotions, tout ça. Oui, ça génère des émotions. En fait, quand on est dans la passion, on a toutes les informations, on a toutes les ressources pour justement être en mesure de prendre ces décisions. Mais effectivement, l'instant T de la prise de décision est crucial. Est crucial quand on est en situation de fin de course et qu'on voit des choses évoluer et que l'on décide de prendre telle ou telle option. Oui, effectivement, il faut être persuasif. Et notre rôle, c'est quand même de décider. Notre rôle, c'est de décider. Et moi, je dis toujours aux coureurs, voilà, comment tout le monde peut avoir des idées et on pourrait débattre pendant des heures sur comment faire. Mais à un moment donné, je prends la responsabilité de prendre la décision parce que normalement, j'ai l'ensemble des informations. Par contre, il m'arrive de me tromper. Et je me suis vu sur une course, par exemple, refuser de rouler pour rentrer sur l'échappée parce que je ne voulais pas solliciter les équipiers trop tôt pour pouvoir être en mesure d'amener le sprinter sur la fin. Et les coureurs me demandaient, il faut qu'on mette quelqu'un à rouler. J'ai dit non. Et donc j'ai refusé que l'on participe à la chasse et l'échappée est allée au bout. Et dans le bus, là, le débriefing, l'objectif c'était de gagner au sprint. Je pense que le premier coureur fait 22e voilà. Et au débriefing, je leur ai dit, aujourd'hui, on n'a pas atteint l'objectif. Il y a un seul responsable, c'est moi. Voilà, parce que j'ai choisi une option qui n'était pas bonne. Mais 15 jours avant, ça avait fonctionné. Et à un moment donné, on peut prendre des décisions qui sont aussi à l'inverse de ce qu'il aurait fallu faire. Mais c'est toujours plus facile de dire à l'arrivée que pendant la course. Je pense qu'il faut un vrai rapport d'honnêteté, c'est-à-dire que les coureurs, ils sont amenés à faire des erreurs, et le directeur sportif, parfois, il fait aussi des erreurs. Et là, en l'occurrence, je me rappelle, c'était à Bruxelles Classique il y a 2 ans. J'ai fait l'erreur stratégique, voilà. Mais à un moment donné, si on ne fait pas de choix, on n'y arrive pas, voilà. Donc là, j'ai le souvenir que c'était un choix qui était osé. Alors, par contre, je pense que si ça fonctionne, on est les plus forts à l'arrivée. Mais voilà, c'était une mauvaise décision. Mais je l'ai assumé, je l'ai assumé à 100%. Et le seul responsable de l'échec de la journée, c'était moi. Comment tu équilibres ta vie entre tout cet aspect professionnel, très chronophage, qui demande beaucoup d'investissement, d'intensité, puis ta vie à côté aussi, plus personnelle. Comment tu trouves cet équilibre-là? Est-ce qu'avec les années d'expérience, tu as trouvé une organisation qui te convient?
Est-ce que tu sépares? Est-ce qu'il y a il y a un temps pour tout? Comment tu t'organises? Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est en mode on-off, même si le off à la maison, on est toujours quand même un petit peu à se projeter sur la compétition suivante. Mais il y a vraiment des temps, voilà, des temps de travail et des temps où on peut aussi, entre guillemets, avoir une vie normale. Je pense qu'avec l'âge et l'expérience, on est plus armé pour passer de ces moments d'hyper-intensité où on est en déplacement et où on prépare aussi nos échéances, et puis les moments un petit peu off. Moi, ce que j'aime bien, c'est côtoyer aussi des gens qui sont complètement en dehors du milieu, Ouais. parce que le souci que l'on peut avoir, c'est d'avoir une vie sociale normale, et en fait d'avoir un métier, c'est vrai, quand même un petit peu atypique, exposé, où les gens sont amenés à poser des questions, et en fait on passe tous ces moments-là un petit peu de convivialité, à se raconter soi-même, et où il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de partage, et donc quelque part on ne s'enrichit plus non plus de... Et voilà, et moi j'aime bien avoir mon petit réseau d'amis complètement en dehors du vélo, et ils savent même pas ce que je fais, et ça me va très bien, quoi. Ils me prennent un petit peu pour un extraterrestre quand ils me disent mais t'étais où là, mais ça me va très bien, et parce que moi je m'épanouis dans l'échange et pas uniquement dans le fait d'exposer, d'expliquer, etc. Parce que c'est pas évident d'expliquer notre quotidien et les enjeux et le rythme que ça occasionne. Donc voilà, moi j'arrive grâce à un entourage aussi équilibré à faire la part des choses, et puis à avoir une vie sociale normale, en fait. Tu parles de l'importance des gens autour de toi, tu l'évoquais aussi en amont, les rencontres. Si tu devais partager une sortie vélo avec des personnes qui t'inspirent, vivantes ou non, du vélo ou pas, justement, on peut sortir du cadre du cyclisme, ce serait qui? Une ou deux personnes? Alors, moi, j'ai jamais été trop fan de sportifs et autres. Alors, il y a des événements qui m'ont marqué, hein. Je me rappelle de la victoire de Yannick Noah Ouais, à Roland-Garros. Voilà, ça m'a marqué. L'épopée 98 les de Bleus, l'équipe ouais. de France, ça m'a parlé aussi. Après, je trouve qu'il y a un sport qui m'a beaucoup marqué, et le coaching, je trouve, au handball, de Constantini jusqu'au JO, là, je trouvais qu'il était fort. Il y avait un marquage qui était fort, et les coachs équipe de France handball depuis l'époque Constantini m'a bien marqué. Après, sans être trop chauvin, eh ben, j'apprécie aussi beaucoup l'épopée du Stade Brestois 29 Ouais, actuellement. Et le coach Éric Roy, ouais. je pense qu'il a, alors pareil, un parcours un petit peu atypique. Peut-être qu'il est arrivé au bon moment, au bon endroit, je ne sais pas. Et je pense quand même qu'il a une vraie identité de coach, et il a des valeurs qui lui appartiennent, et il a réussi à les transmettre. Alors, c'est pas une star, mais je pense qu'il est quand même un des acteurs de cette réussite extraordinaire du Stade Brestois au jour d'aujourd'hui. Et ça me parle aussi. Parce que c'est authentique, c'est vrai, c'est sur des valeurs du Stade Brestois à des années-lumière des autres clubs de Ligue des Champions. Et je trouve ça fabuleux. Il donne du plaisir aux gens, sans filtre, avec humilité. Ouais, je trouve ça fabuleux. Moi, ce qu'ils font là, moi, je suis émerveillé. Tout comme derrière, j'ai beaucoup, beaucoup de considération pour que ce soit Gérard Le Saint, Denis Le Saint, et le directeur sportif Lorenzi, qui fait aussi un travail dans l'ombre qui, à mon avis, est de très, très grande qualité. Voilà, ce sont des gens qui m'inspirent, parce qu'en plus, ce sont des gens très discrets. Et j'aime bien la discrétion. Compétence plus discrétion, pour moi, c'est deux valeurs qui marquent les personnes que j'apprécie, en fait. Tu évoquais dans un article de presse que tu avais besoin de sortir de ta zone de confort, encore après tant d'années dans le vélo. Est-ce que c'est ça le secret? Je ne peux pas vivre sur un équilibre perpétuel, en fait. Pour moi, la routine, elle est hyper nocive, et moi, j'ai besoin de challenge. Et je sais que parfois, ça a froissé, parce que quelque part, on me sent un petit peu infidèle, alors que c'est pas vrai du tout. Moi, j'ai beaucoup de reconnaissance par rapport à tous les gens que j'ai côtoyés dans les structures avec lesquelles j'ai fonctionné par le passé. Mais après, on est au boulot, et
Et pour être performant au boulot, pour moi, ouais, il faut sortir de sa zone de confort, il faut se challenger, faut avoir une énergie positive. Je bénéficie peut-être d'une chose, c'est que moi je suis arrivé dans le milieu quand même relativement tard et que j'ai encore une certaine fraîcheur. J'ai pas été usé peut-être par une carrière cycliste où j'ai des collègues qui ont la flamme, mais qui sont sur le circuit en tant que coureur et coach depuis bientôt 30 ans, quoi. Donc je bénéficie de ça et comme j'ai dit tout à l'heure aussi, je bénéficie aussi de cette liberté-là de me dire que je peux prendre des risques parce que derrière, Oui. j'ai quelque part un repli facile et qui est tout à fait sympa aussi, hein. Donc c'est toute cette dynamique-là. Et après, ce qui m'anime aussi, c'est que de par mon vécu, j'ai sans doute une identité et peut-être un discours qui est différent et où j'ai senti de l'adhésion. Et donc, j'ai toujours été encouragé en fait à aller avec mon pédigré, avec ce que moi je véhiculais, où je ne considère pas avoir la vérité, mais en complémentarité avec mon environnement qui est d'une richesse quand même, hein. Et moi j'ai pu m'animer, j'ai pu grandir grâce à des Sébastien Hinault qui avaient fait, je me rappelle d'avoir fait les classiques belges avec lui, il avait déjà fait 18 fois en tant que coureur. Mais du coup, ça respire le milieu. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup donné, beaucoup échangé. Arnaud Gérard, pareil, il y a eu beaucoup d'échanges. Et là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand je suis avec mes collègues, que ce soit Fred Guédon, Benoît Vaugrenin ou tous les autres, et ben c'est pareil, quoi. Il y a de la communion, il y a de l'échange. Et en plus, ils se disent, mais et toi, comment tu vois les choses aussi. Donc voilà, c'est une complémentarité. Mais ouais, le fait de se challenger, pour moi, c'est l'essence même de la compétition. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et ben que je sois challengé encore de nombreuses années. Là, voilà, j'ai passé une année à Groupama FDJ où vraiment je me suis enrichi de plein de choses, où j'arrive dans une structure qui est solide, où il y a plein de choses qui se passent en interne parce qu'on doit aller rivaliser les meilleures structures très riches. Parce que mine de rien, l'argent, c'est un petit peu le nerf de la guerre malgré tout, mais où voilà, nous, on met des choses en place, je pense, qui font que on va pouvoir performer. Et moi, ce que je veux, c'est aller gagner les plus grandes courses, du calendrier et faire en sorte que nos champions puissent s'épanouir. Donc là, j'ai un gros challenge encore sur les années qui viennent. Merci Yvon. Merci à vous. Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Vous retrouverez dans la description les liens vers les réseaux de notre invité. Et pour l'actualité du podcast, rendez-vous sur Instagram, Team Podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.